Présenter, bon, ben, c'est une longue histoire parce que je serai très bientôt un sexagénaire, donc ça fait une longue histoire. Ben, je suis né à Bruxelles, je suis toujours vécu à Bruxelles. J'ai un diplôme de langue anglaise et allemande à l'Institut Libre Mariapps, ce qui m'a permis de faire une carrière, disons, de 25 ans dans la traduction, dans l'interprétation, etc., de toutes sortes de dossiers. Et de passer à d'autres choses après. J'ai été très inféodé dans ce qu'on a appelé la Nouvelle Droite, que j'ai quitté à la fin de l'année 1992 pour fonder par la suite, surtout avec des amis italiens et autrichiens, un mouvement européen, mais où tout le monde était les bienvenus, bien entendu, puisque nous avons fait des conférences sur la géopolitique en général. Donc nous avons traité de l'Amérique latine, de l'Asie, de l'Afrique, de l'Amérique, de l'Eurasie, tous ces thèmes-là, avec forcément des gens qui étaient des spécialistes de l'Inde, du monde arabe, des latino-américains, etc. Donc nous avons fondé ce mouvement qui s'appelait Synergie européenne et qui a duré une bonne dizaine d'années, après quoi j'ai songé à me retirer. Mais voilà, à partir du moment où je me suis manifesté sur la grande toile, j'ai été sollicité et ressollicité par toutes sortes de gens que j'avais connus et qui ont formé d'autres organisations, d'autres sites, qui ont pris d'autres initiatives qui me paraissent toutes très intéressantes et que je soutiens par mes modestes moyens. L'identité européenne, j'ai donné une conférence en 2003 à Lille où je me suis dit qu'est-ce qu'une identité européenne? Une identité européenne est évidemment très difficile à définir aujourd'hui parce que nous avons affaire à des identités brisées sur le continent européen, brisées par bien entendu 2 guerres mondiales, surtout la première qui va disloquer totalement le continent européen. Qui va le faire imploser littéralement. En 1918, nous n'avons plus la même Europe, nous n'avons plus l'Europe triomphante du colonialisme, nous n'avons plus l'Europe tranquille d'avant le colonialisme non plus. Nous n'avons plus ces Europes, elles explosent en 1914 et l'année prochaine, beaucoup de personnes interviendront pour commémorer évidemment l'éclatement de ce premier conflit mondial qui va détruire la civilisation européenne en ses fondements. Je songe surtout, et je suis en train de lire le livre de Christopher Clark, The Sleepwalkers, donc les somnambules, qui décrit, c'est un livre qui décrit, mais avec toute la minutie voulue, comment les diplomaties européennes ont tenté de sauver les meubles peut-être, mais ont aussi créé toutes les conditions pour que l'implosion du continent survienne après l'attentat de Sarajevo en juin 1914. Donc, si je définissais l'identité européenne, il est évident qu'on doit revenir à un atlas historique qui était diffusé dans les écoles britanniques dans les années 70, dans les années 80. Il existe encore aujourd'hui de ces ouvrages des rééditions, des éditions réactualisées. C'était les atlas de Colin McEvedy. Colin McEvedy voit la grande masse eurasienne et africaine comme le théâtre où des peuples matriciels, je dirais, se télescopent, se bousculent, ou s'étendent, ou s'atrophient sur cette masse, sur cette grande masse continentale. Il est évident que l'Europe procède d'une matrice indo-européenne qu'il est très difficile, que les archéologues tentent de définir, mais qui va s'étendre sur l'ensemble du continent européen et surplomber des peuples résiduaires, dont le peuple basque par exemple, qui parle une langue bien antérieure à celle que nous connaissons aujourd'hui.
Et ce peuple va s'étendre en créant le char de combat et en maîtrisant la technique de la cavalerie, va aboutir en Inde, et des éléments se retrouveront même en Chine, dans le Xinjiang ou le Turkestan chinois. Bon, de cette matrice procèdent bien entendu deux choses qui sont essentielles et qui sont peut-être oubliées aujourd'hui. C'est le zoroastrisme qui survivra en Iran, et deuxièmement, l'idée impériale. L'Iran est le premier empire de matrice indo-européenne qui va émerger sur la surface du globe. Et ce qu'il en reste, c'est le culte de Saint-Michel, le culte des archanges, est quelque chose de très ancien, qui est d'origine iranienne, et que l'on retrouve partout à Bruxelles, partout en Europe, y compris à Bruxelles, puisque au sommet de l'hôtel de ville, nous avons cette magnifique statue du sculpteur de Martelard, cette magnifique statue de Saint-Michel, qui est très naïve et très poignante, je trouve très poignante. Saint-Michel est aussi le symbole du Saint-Empire romain de la nation germanique, qui prend la succession de l'Empire romain à partir de Charlemagne et de Othon Ier. C'est donc cette dimension aussi mitraïste, puisque ce culte des archanges venus d'Iran est apporté par la cavalerie romaine qui est recrutée parmi les peuples cavaliers de l'Est de l'Europe, donc de la Hongrie jusqu'à l'Iran, et qui vont s'établir partout dans les villes de garnison romaines. C'est une dimension qu'on est en train de redécouvrir aujourd'hui, qui était très peu connue dans les ouvrages classiques d'histoire qu'on nous soumettait dans les écoles, et on les découvre. Ceux qui veulent aller visiter, il y en a parmi vous qui veulent aller visiter le musée romain germanique de Cologne, eh bien on voit des tombes d'officiers sarmates, comme on disait à l'époque. Et ce sont ces officiers sarmates, l'archéologie le reconnaît actuellement en Allemagne, en Angleterre et dans d'autres pays. C'est cette cavalerie qui va restructurer l'Europe après l'effondrement de l'Empire romain, qui est la première grande catastrophe que subit le continent européen. Donc à la fin de l'ère antique et au début du Moyen-Âge. Donc ce sont ces éléments de cavaliers sarmates iraniens qui vont redonner une sorte d'élan à la civilisation européenne après l'effondrement de l'Empire romain. À Cologne, par exemple, les Sicambres, que l'on croyait francs, sont probablement les descendants de cavaliers sarmates, mêlés bien entendu à des populations locales, qui vont reprendre le flambeau, organiser nos régions et donner naissance à la nouvelle Europe médiévale. Oui, l'identité européenne actuellement, la modernité, c'est vouloir des modes. C'est-à-dire des modes, c'est étymologiquement cela que cela veut dire, c'est-à-dire qu'on va rejeter l'héritage des anciens, de tous les anciens, et bien entendu de toute la tradition aristotélicienne qui a structuré le monde européen, mais aussi le monde musulman. On va la rejeter au profit non pas d'une autre tradition, d'une tradition qui serait plus ancienne que l'aristotélisme, ce n'est pas un retour au présocratique ou à la Grèce d'Homère par exemple, non, on va vouloir faire des modes passagères, donc de pure construction de l'esprit, et l'Europe va subir ça à partir du XVIIIe siècle. À partir du XVIIIe siècle, on va vouloir être moderne contre les anciens, la querelle des anciens et des modernes, c'est comme ça qu'on l'appelle, et à partir de ce moment-là, on va s'enticher de choses qui sont purement transitoires. Et ça, c'est aujourd'hui, nous assistons bien entendu au point culminant de cette involution. Je ne parle pas d'une évolution, mais bien d'une involution. Nous assistons au point culminant aujourd'hui de cette déchéance de toute une civilisation. Bien sûr, les autres civilisations, la Chine ou le monde arabe, ne sont pas exempts de ce même phénomène, ne sont pas exempts de ce même phénomène. On retrouve, bien entendu, dans les autres civilisations qui nous sont voisines, des phénomènes d'oubli des racines, d'oubli des traditions qui s'avèrent tout aussi problématiques. Bon, il est évident que, contrairement à un grand ensemble comme la Chine, par exemple,
La Chine qui est certes plurielle, mais qui a, par la langue chinoise, par la langue des mandarins, a réussi à se doter tout de même d'une unité très enviable par rapport aux autres blocs civilisationnels. L'Europe est évidemment divisée par les nombreuses langues qui se juxtaposent sur son territoire, et surtout par de grands ensembles de langues, les langues latines, les langues germaniques, les langues slaves. Il a existé un pan-germanisme voulant unifier tous les locuteurs de langues germaniques. Il a existé un panslavisme qui est toujours, je ne dirais pas virulent, mais toujours présent dans la pensée politique russe contemporaine. En Serbie notamment, la Serbie, quand elle fait appel à une solidarité avec la Russie, eh bien, elle rejoint quelque part l'idéologie panslaviste du XIXe siècle. Le pan-germanisme, par les deux défaites de l'Allemagne à la suite des deux guerres mondiales, n'existe virtuellement plus, et le pan-latinisme n'a jamais véritablement existé. Ceci dit, si on suit le médiéviste Werner, on s'aperçoit tout de même que l'Europe est tout de même la synthèse d'un héritage gréco-latin sur lequel s'est superposé un christianisme, mais qui n'a pu prendre que par un travestissement propre à l'Europe. On n'a pas converti l'Europe du Nord, par exemple, par les évangiles qu'on nous lit encore dans les offices religieux aujourd'hui. Elle a été converti au christianisme par une adaptation qui s'appelle l'Eliant, qui a un nom iranien. Eliant signifie le sauveur en langue iranienne, dans la tradition avestique. Il est importé, cette idée est importée en Europe par les cavaliers sarmates et va désigner le Christ, qui est le sauveur. Mais c'est un terme de la tradition pré-chrétienne, pré-judaïque en Iran, qui va servir à convertir nos peuples ici sous nos latitudes, en posant un Christ qui ne se réfugie pas dans le désert. Le désert est quelque chose d'incompréhensible pour un Nord-Européen qui ne peut pas s'imaginer à l'époque une étendue de sable où il n'y a rien, où il n'y a pas de végétation. Donc le Christ se retire au fin fond d'une forêt immense, près d'une source, pour méditer. Le Christ va à cheval, il ne se parcourt pas une Palestine à pied, mais il parcourt une plaine nord-européenne ou des forêts nord-européennes à cheval avec 12 compagnons qui portent tous l'épée, par exemple. Donc voilà, la christianisation ne s'est pas faite avec les ingrédients du christianisme tels que nous le connaissons aujourd'hui. Donc cette Europe est la synthèse, bien entendu, de l'héritage gréco-latin que véhiculera l'Église, et de la tradition germanique. C'est vrai que même l'Espagne, même l'Espagne a l'élément wisigothique, sa royauté avant la conquête de l'islam, et même dans les royaumes islamisés, est de nature wisigothique. Ce sont des tarifas, mais ce sont aussi beaucoup de Wisigoths convertis qui passent à l'islam et qui vont, d'une certaine manière, revendiquer un héritage qui est wisigothique de toutes les façons. Donc là où il y a eu une invasion venue du nord de l'Europe, bousculée par les Huns après Attila, et où il y a la synthèse gréco-latine, là il y a effectivement une civilisation européenne qui va au-delà des langues. À partir du moment où on rejette l'héritage des modernes et où on va commencer à déconstruire l'enseignement du grec et du latin pour aboutir aujourd'hui à leur quasi-inexistence, sauf dans quelques collèges d'élite, eh bien, on va perdre cette tradition, on va perdre cette synthèse et on ne la remplacera par rien de substantiel. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire, bien sûr. Il y a des identités européennes à partir des nationalismes du XIXe siècle. Il y en avait une quand la culture classique était partagée entre Polonais, Italiens, Espagnols, Anglais, Irlandais, Norvégiens, etc. Tout le monde partageait cette tradition. Elle existait. Et encore une fois de plus, à partir de 1914, le processus d'effacement de cette tradition a été très rapide. Nous revenons un petit peu à votre première question.
Vous voulez dire des éléments? Bon, ben, il y a premièrement, bien sûr, en 1914, ce sont les États-Unis qui doivent de l'argent à l'Europe, qui a aidé à financer notamment la construction des chemins de fer transcontinentaux. Ce sont des capitaux européens, français, énormément de capitaux autrichiens, des capitaux allemands, des capitaux britanniques qui ont aidé à développer le territoire des États-Unis. Donc les États-Unis sont débiteurs. Ils doivent de l'argent à l'Europe. Que se passe-t-il? Pendant la Première Guerre mondiale, ils doivent fournir les belligérants. Ils vont essentiellement fournir du coton pour les uniformes des soldats, ils vont fournir du pétrole, ils vont fournir des munitions, ils vont fournir des matières premières, essentiellement aux belligérants britanniques et français, puisque les Allemands sont bloqués en mer du Nord, la flotte allemande est totalement inopérante et la flotte britannique bloque les côtes allemandes du Danemark jusqu'aux Pays-Bas. Donc les Allemands ne peuvent pas faire venir du matériel d'outre-mer. Les autres, oui, puisqu'ils tiennent les mers. À partir de 1917, quand s'effondre le front russe suite à la révolution bolchevique que les Allemands financent au départ, bien entendu, pour ne pas avoir affaire à une guerre sur deux fronts, les divisions allemandes reviennent à l'ouest, mais les États-Unis sont obligés d'intervenir pour être sûrs d'être payés par leurs clients britanniques et français. Si ceux-ci avaient perdu la guerre, les États-Unis n'auraient pas été remboursés et se seraient effondrés dans une spirale de dettes. Après 1918, bien entendu, il y aura un plan d'apurement des dettes et je signale que le roi Léopold III va s'opposer au paiement des intérêts de cette dette à partir du début des années 30 et que cette option courageuse et patriotique va lui coûter son trône parce que les Américains vont lui en vouloir à mort d'avoir refusé de payer les intérêts de la dette contractée par la Belgique pendant la guerre de 1914-1918. À partir du moment où les États-Unis sont maîtres du jeu, il y aura une américanisation progressive du continent européen. Que signifie une américanisation progressive? Elle signifie deux choses, historiquement parlant, et je parle de l'histoire des idées, pas simplement les faits historiques, les batailles ou l'action des diplomates ou les invasions successives de tel ou tel pays. Je parle de l'histoire religieuse. Les États-Unis ont pour matrice tous les dissidents religieux fondamentalistes qui s'étaient manifestés en Angleterre, aux Pays-Bas, parfois en Allemagne du Nord, et qui ont été expulsés parce qu'ils proposaient quelque chose qui était radicalement hostile aux continuités historiques présentes en Europe. Donc on les a expulsés d'Angleterre, ce sont les fameux, entre autres, les pèlerins du Mayflower, et des historiens anglo-saxons, de nombreux historiens anglo-saxons, dont Christopher Hill, se sont penchés sur l'histoire de ces dissidences religieuses. Donc ces dissidences religieuses vont structurer en quelque sorte l'état profond aux États-Unis depuis le XVIIe siècle. Mais cet état profond, étant mentalement structuré par des dissidents religieux, va cultiver une hostilité à l'égard de toutes les formes politiques qui ont une longue mémoire historique, qui ont derrière elles une longue mémoire historique. Puisque pour ces dissidents religieux, tout ce qui existe est marqué du péché. Eux forment une Jérusalem nouvelle sur les côtes des États-Unis au Massachusetts. Ils forment une Jérusalem nouvelle, et c'est cette nouveauté qui est le bien, donc qui va former à terme ce que les Bush décréteront comme l'empire du bien. Enfin, déjà Reagan, puis les Bush vont dire nous sommes l'empire du bien. Nous sommes l'empire du bien, eh bien nous sommes le bien parce que nous sommes la Jérusalem nouvelle et parce que nous avons rejeté l'histoire de nos propres peuples. Donc, cette idée va se véhiculer, mais elle va se laïciser. Elle va très curieusement garder sa dimension religieuse,
totalement anti-traditionnelle, mais profondément religieuse malgré tout, et elle va la laïciser au cours du XVIIIe siècle. On va parler non plus d'une Jérusalem nouvelle, mais on va dire, bon ben, on va dépouiller la religion de tout son merveilleux, on va la décatholiciser, on va poursuivre la réforme protestante dans le sens des puritains, on va la poursuivre à fond, on va la dépouiller de tous ses ornements, et on va remplacer cela par un déisme rationnel. Et c'est à ça, par exemple, qu'un grand écrivain britannique, le plus grand écrivain anglais du XVIIe siècle, Jonathan Swift, dans les fameux voyages de Gulliver, dont on a retenu surtout les voyages de Gulliver, va être celui qui va s'opposer justement au nom de la tradition aristotélicienne. Il dit, on ne peut pas faire du puritanisme, on ne peut pas faire du déisme, parce qu'alors on tombe dans les travers qu'il décrit par ailleurs, tous les travers qu'il décrit par ailleurs dans les voyages de Gulliver. Donc là, cette américanisation, donc ces deux piliers de l'américanisme, le puritanisme hérité des dissidents religieux britanniques du XVIIe siècle, plus le déisme, plus la laïcisation de cet héritage religieux antitraditionnel, va pénétrer en Europe aussi par la voie du cinéma. Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, ils vont vendre et coloniser l'industrie du loisir. Ça sera d'autant plus fort après la Seconde Guerre mondiale, où par exemple la France de Léon Blum, à la fin des années 40, donc je ne parle pas d'une France qui serait traditionnelle, qui serait gaulliste ou qui serait vichiste, je parle de la France socialiste de Léon Blum. Elle est, cette France, secouée par des grèves terribles qui paralysent l'ensemble du pays et risque, dans des années qui sont très noires, les années qui suivent, un historien anglais l'a très bien décrit récemment, dans un livre qui est paru l'année passée, qui traite de l'Europe de la fin des années 40. Ce sont des années de misère noire qui vont durer jusqu'en 52, où le ravitaillement n'est pas assuré dans des pays comme l'Angleterre, la France ou l'Italie. Des grèves vont paralyser le pays, rendre le ravitaillement totalement inopérant, créer des famines en lisière des grandes villes. Eh bien, on va obliger Léon Blum à accepter une clause qui vise à généraliser le film américain dans les salles de projection en France en échange d'un soutien financier par le plan Marshall. Donc là, on va coloniser culturellement le vieux continent. On va lui imposer aussi toute une série de produits qui n'existaient pas avant. Bon, on cite généralement l'exemple du Coca-Cola, sans réfléchir au fait qu'il a ruiné des milliers de limonadiers villageois qui nourrissaient leur famille par là. Donc on va à ce moment-là coloniser l'Europe par toutes sortes de produits. La création, bien entendu, du marché commun et d'abord en 1951 de la CECA, de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, puis en 1957 par le traité de Rome, le marché commun, va être une riposte par des gens qui étaient inféodés généralement au Parti démocrate chrétien, mais avaient la nostalgie d'une Europe unie et surtout d'une Europe débarrassée des conflits entre nations qui avaient provoqué la guerre de 14-18. Ils vont répondre à ça et on verra disparaître progressivement en Europe les produits américains, à commencer par ce qui était très visible dans notre bonne ville de Bruxelles, c'est-à-dire le nombre tout de même impressionnant de voitures américaines qu'il y avait dans les années 50, dans les années 60, quand j'étais encore un enfant. Donc l'Europe va s'affirmer, va créer un marché, va s'étendre, mais on va faire en sorte qu'elle ne devienne tout de même pas un concurrent trop vigoureux des États-Unis. Et c'est là qu'on va qu'on est en train de recréer un conflit avec la Russie et l'enjeu ukrainien, bien entendu, récemment, au cours de ces 2 derniers mois. Et cette Ukraine doit-elle être
partie prenante d'une Europe, on peut le souhaiter, bien entendu. On peut se dire, ben oui, l'Ukraine, 55 millions d'habitants de plus dans la grande Europe, un marché, potentiellement une industrie, potentiellement aussi une agriculture qui pourrait rendre l'Europe plus autonome sur le plan alimentaire. Mais peut-on adhérer, et là je reprends les paroles d'Émeric Chauprade, le géopolitologue, qui nous disait, ben, il faut être fou, ou il faut être totalement déraisonnable pour demander l'adhésion à l'Union européenne alors que celle-ci est dans une crise profonde par la ruine virtuelle de l'Espagne qui ressort vaille que vaille du marasme dans lequel elle était plongée l'année dernière. Mais il reste encore l'abcès grec qui n'est toujours pas résolu, la fragilité de l'Italie, la fragilité de la France, même l'Irlande, ben, elle s'en est plus ou moins sortie, mais l'Europe est fragilisée. Et ensuite, la modernité idéologique s'est emparée entièrement de l'Europe, et cette mentalité moderne est incapable de penser le politique. Elle refuse même de penser le politique, elle est politicide, comme disait Luc Van Middelaar, qui est devenu, je ne sais pas par quel artifice, le conseiller du président de la Commission européenne. Oui, Van Rompuy, c'est ça. Donc il est devenu, mais c'est lui qui a théorisé que toute cette idéologie moderne était politicide, qu'elle tuait le politique, qu'il n'y avait pas possibilité de déployer une véritable vision politique, une vision structurante au sein d'un État qui était travaillé par de telles idéologies. Ah oui. Non, donc les sources, ça, je vous en ai déjà parlé, ce sont toutes ces dissidences que l'on trouve en Grande-Bretagne au XVIIe siècle, qui refusent à la fois le catholicisme, mais aussi l'anglicanisme, et aussi la synthèse flamboyante qui avait été réussie à la fin du XVIe siècle en Angleterre, sous le règne d'Élisabeth Ier, c'est-à-dire ce qu'on appelait la Renaissance élisabéthaine, dont le plus beau fleuron était Shakespeare, bien sûr, qui puisait dans toutes les traditions européennes pour recréer un théâtre d'une vigueur sans pareille. Bon, donc il rejette toute cette synthèse, et c'est là à l'origine, effectivement, de ce puritanisme américain. Actuellement, bon, il est vrai que dans l'après-guerre de 1945, avec Truman jusqu'à Nixon dans les années 70, ce puritanisme ne transparaît pas. Les États-Unis se donnent comme façade, comme façade, se vendent comme une puissance, bien entendu, technique, comme une puissance moderne au point de vue technologique du terme. On va sur la Lune, on crée des fusées, on a les hôpitaux les plus performants, etc. C'est comme ça que se vendent les États-Unis. Avec Nixon arrive la crise du dollar, il y a un ressac, et puis il y a toute une renaissance de ces religiosités fondamentalistes, et ça va créer, bien entendu, une masse électoralement exploitable. Parce qu'après Nixon, avec Nixon, c'est aussi la fin de la diplomatie traditionnelle, et on va voir ce fondamentalisme des masses, c'est n'importe quoi. Il y a l'église du Crotal, on se passe un Crotal, s'il mord quelqu'un, ben, il y a bien un sérum, mais c'est qu'il a commis un péché, etc. Il y a toutes sortes de sectes les plus biscornues qui se sont greffées sur ce fondamentalisme du XVIIe siècle. Et il y aura les télé-évangélistes qui vont rassembler un monde fou que les républicains, devenus néoconservateurs, vont exploiter. Les néoconservateurs vont s'appuyer sur cette espèce de majorité morale, elle se décrit comme une majorité morale, mais que vont-ils faire d'autre ? En fait, les néoconservateurs n'étaient pas du tout des conservateurs comme on l'entend au départ, c'est l'aile anti-stalinienne du communisme américain. Ce sont les trotskistes. Or, dans l'idéologie trotskiste, il y a l'idée qu'il faut susciter une révolution permanente partout dans le monde.
Et cette idée de révolution permanente va être transformée par les néoconservateurs, les anciens trotskistes, avec l'élément religieux fondamentaliste, en une guerre permanente contre toutes les forces qui sont considérées comme le mal sur la planète, l'axe du mal, c'est-à-dire tous les régimes qui ne sont pas conformes et surtout qui se ferment au commerce américain, bien entendu, qui sont des sociétés dites fermées. Donc Soros va reprendre cette idée de société fermée, il va les combattre en finançant des révolutions oranges, en finançant le groupe Otpor qui, au départ de la Serbie, va créer des équipes capables de générer une révolution en Ukraine, en Géorgie ou ailleurs dans le monde, en Syrie aussi, n'importe où, au Liban, dans le monde arabe aussi, ils vont être capables de générer des révolutions. Et ça sera la guerre permanente contre les sociétés fermées. Donc Soros parle de sociétés ouvertes et de sociétés fermées. Son institution s'appelle d'ailleurs Freedom House, it's for open society. C'est pour une société ouverte. Il reprend cette espèce de dichotomie que le philosophe d'origine viennoise, mais établi en Angleterre, Karl Popper avait inventé dans un ouvrage devenu célèbre, The Open Society and Its Enemies, donc la société ouverte et ses ennemis, où il fustigeait tous les grands penseurs politiques européens, depuis Aristote, en passant par Hegel et Marx, bien entendu. Donc là, il va y avoir cette fusion entre les deux. Et en France, où ce téléévangélisme n'existe pas, eh bien, on va le greffer sur la gauche en créant les nouveaux philosophes à peu près à la même époque. Donc on voit émerger à la fin des années 70 le téléévangélisme, le néolibéralisme, la nouvelle philosophie en France, où c'est en 78-79 que Glucksmann et Bernard-Henri Lévy vont rédiger leur pamphlet, dont le fameux Testament de Dieu, chez Bernard-Henri Lévy. Donc il est le vicaire de Dieu sur la terre, et il va dire aux Français qu'ils doivent se débarrasser de toutes les formes de politique qu'ils ont inventées au cours de leur histoire. Bien sûr, donc on va faire du passé table rase, aussi d'une autre manière. Et eux seuls détiendront la vérité, et on voit que toutes les démarches de Lévy sont bien entendu des démarches qui sont dictées par le néoconservatisme américain. Donc tous les ennemis que désigne Lévy, ça peut être la Russie, ça peut être Bachar al-Assad, ça peut être Kadhafi, ça peut être les Serbes en Bosnie ou n'importe quoi, c'est chaque fois suivi d'une opération militaire américaine. Donc il y a là une collusion entre ce puritanisme, ce téléévangélisme, le néolibéralisme, le néoconservatisme, les anciens trotskistes et les nouveaux philosophes en France. Tout ça, il faut être bien conscient que cela forme une seule armée, une seule stratégie, divisée en unités différentes selon les pays. Oui, bon, pour la question ukrainienne, il est évident que l'Ukraine est une position stratégique de premier plan. Si une Ukraine est inféodée à l'Union européenne puis à l'OTAN, il est évident que la Russie perd toutes ses positions en mer Noire. Or ça, c'est une vieille idée de l'impérialisme britannique. Dès 1791, nous voyons déposer sur le bureau de Pitt en Angleterre, Pitt qui gouverne l'Angleterre parce que le roi est absent, il souffre d'une maladie qu'on considère comme mentale et il est isolé. Donc Pitt reçoit un document qui s'appelle Russian Armament, c'est méfions-nous de la flotte russe qui est en train de se créer en Crimée, puisque Catherine la Grande a conquis la Crimée sur les Tatars et sur les Ottomans en 1783. Au moment où la flotte anglaise subissait devant la flotte française une défaite magistrale à Yorktown, dans l'Atlantique Nord, ce qui va donner d'ailleurs
ou garantir l'indépendance des États-Unis, ce qui peut être paradoxal, puisqu'une puissance traditionnelle comme la France va, avec sa flotte, permettre l'émergence d'une puissance totalement antitraditionnelle comme les États-Unis. C'est un petit peu un paradoxe, un oxymore de l'histoire, mais c'est comme ça. Donc la maîtrise totale de l'Ukraine et surtout de la Crimée et des côtes de la mer Noire donne à la Russie la possibilité d'avoir un regard sur la Méditerranée orientale. Donc les Anglais vont toujours vouloir empêcher ça, et aujourd'hui la stratégie de Brzezinski, théorisée dans The Grand Chessboard, le grand échiquier, sera détachons l'Ukraine de la Russie, et là nous serons maîtres du début de la route de la soie, et nous travaillerons les républiques musulmanes de l'ex-URSS, nous allons les travailler de façon à ce qu'ils créent une implosion, à ce qu'ils suscitent une implosion du ventre mou de l'URSS en Asie centrale. Et ainsi, on rejoindra la Chine à l'Europe, on sera maître de la route de la soie. Donc c'est une vieille stratégie. Cette stratégie avait été abandonnée après l'hiver 2004-2005 suite à l'échec de la révolution orange. Elle est reprise aujourd'hui selon la même tactique. Donc si un McCain, qui a tout de même reçu beaucoup d'argent des lobbies pro-israéliens aux États-Unis, se rend en Ukraine, ben c'est la stratégie habituelle, celle de Soros, celle que j'ai déjà décrite préalablement, enfin auparavant dans cette interview. Bien, donc je dirais avec Choprad, les Ukrainiens qui optent pour l'Union européenne aujourd'hui, ben, il faut être un petit peu déraisonnable, disons, à partir du moment où cette Union européenne bat de l'aile de tous les côtés et ne satisfait plus ses propres citoyens. L'Union européenne ne peut plus garantir ce qu'elle avait promis, c'est-à-dire un train de vie convenable pour tous les citoyens, un droit à l'éducation, un droit à avoir son propre foyer après des années de travail, un droit au travail, à un travail décent. L'Union européenne, le système néolibéral ne tient absolument pas ses promesses et constitue par rapport aux progrès qu'on observait, aux progrès sociaux qu'on observait dans l'Europe des Trente Glorieuses, une régression considérable. Donc je ne vois pas pourquoi les Ukrainiens opteraient aujourd'hui pour une Union européenne qui bat totalement de l'aile. Ça, c'est une chose. Alors, l'Ukraine est évidemment un pays de transit entre la Russie, entre les pétroles de la région caspienne et l'Europe. On a vu, suite à une crise russo-ukrainienne il y a quelques années, quand les Russes ont fermé les robinets, eh bien, il y a eu des pénuries de pétrole catastrophiques en Hongrie, en Roumanie et dans des pays d'Europe centrale. Bien, donc l'Ukraine a choisi, le gouvernement ukrainien a choisi de ne pas rentrer dans une Europe en pleine déliquescence qui ne pourrait pas tenir ses promesses vis-à-vis de l'Ukraine, parce qu'elle serait quand même obligée de la tenir un petit peu à flot au début. Elle n'en a pas les moyens. Donc il a parié très simplement pour un tien plutôt que pour deux tu l'auras, comme dit le proverbe. Et la Russie, ben, c'est la Russie qui va alimenter l'Ukraine en gaz, comme elle alimente d'ailleurs l'Europe du Nord et l'Allemagne, qui a aujourd'hui, c'est le centre évidemment névralgique de l'Europe, c'est le cœur géographique de l'Europe, mais il faut savoir que sur le plan gazier, elle joue une double politique. Les chanceliers socialistes Schröder et Schmitt, le vieux Schmitt qui a 94 ans maintenant, qui est allé dire au revoir à Poutine en disant après je ne viendrai plus, qui est un fumeur invétéré qui tient le coup et qui dément toutes les légendes. Personnellement, je ne suis pas fumeur, mais qui dément toutes les
toutes les affichettes que l'on colle sur les paquets de cigarettes en disant le tabac tue. Non, lui, il est extrêmement lucide, écrit des ouvrages très fondés sur la géopolitique et notamment sur la géopolitique énergétique. Donc Schröder et Schmitt sont ceux qui ont fait que le tracé des oléoducs au nord de l'Europe passe sous la Baltique et ne passe pas par un pays qui pourrait être manipulé par les États-Unis comme la Pologne et empêcher le transit gazier entre la Russie et l'Allemagne, donc le cœur géographique et industriel de l'Europe. Donc, bien, l'Ukraine, pour l'Europe, bien entendu, nous n'avons aucune animosité à l'égard des Ukrainiens. On accueillerait bien les Ukrainiens, mais c'est un leurre. On ne prend pas des morceaux de l'ancien empire russe et on ne rejette pas la masse territoriale, je dirais euro-sibérienne, qui va jusqu'au Pacifique. C'est un ensemble qui a déjà existé stratégiquement pendant des laps de temps très courts. Mais quand je parle d'Eurasie, je ne parle pas d'Eurasie peut-être de la même façon que bon nombre de nos amis russes, notamment Alexandre Douguine, dont l'eurasisme est en quelque sorte une résurrection de l'Union soviétique, qu'il le veuille ou non. Bien sûr, il est beaucoup plus nuancé. Pour moi, l'Eurasie a existé au moment où Louis XVI, après avoir fortifié sa flotte sur l'Atlantique Nord, Louis XVI épouse une archiduchesse autrichienne, fait la paix avec l'Autriche, enterre la vieille querelle entre les Habsbourg et les rois de France, s'allie avec la Russie. Elle existe virtuellement peu avant la Révolution française. Cette Eurasie existe jusqu'au Pacifique, puisque les Russes sont déjà sur les côtes pacifiques à cette époque-là. Ils sont même en Alaska, où ils arrivent en Alaska. Donc cette Eurasie a existé stratégiquement. Elle a été détruite par la volonté britannique qui, et ça c'est une thèse que la doxa dominante ne retient pas, pourtant elle existe, elle est formulée par Pierre et Marie Giraud de Coursac dans un ouvrage énorme sur la politique maritime de Louis XVI, et par Olivier Blanc qui montre et qui démontre que la Révolution française a été financée directement par Pitt pour casser la politique maritime de la France en Europe occidentale. Une France qui était alliée à l'Espagne et aux Pays-Bas. Donc toute la façade atlantique de la Frise jusqu'à l'Andalousie était stratégiquement unie sur le plan maritime. Donc cette Eurasie a existé stratégiquement. C'est de ça qu'il faut s'inspirer. Ensuite, après le traité de Vienne en 1815, il y a virtuellement une pentarchie, il y a 5 puissances qui constituent une unité stratégique eurasienne. Ça va durer, disons, jusqu'à la guerre de Crimée. Les premières lézardes seront l'indépendance belge. Puis la guerre de Crimée va disloquer la Sainte Alliance, puisqu'il y aura un Occident franco-anglais qui va s'opposer à une Russie avec une Allemagne et une Autriche neutres au centre, qui auront une politique ambivalente, la Belgique aussi d'ailleurs. Elle aura une neutralité bienveillante à l'égard de la Russie, puisque Léopold Ier était, ne l'oublions pas, avant toute chose, un officier russe, un officier du tsar, au début de sa carrière. Donc cette alliance va exister. Et cette alliance, cette Sainte Alliance, qui va englober l'Espagne sera protégée par cette Sainte Alliance. Cette Sainte Alliance, les États-Unis la craignent, puisqu'elle est présente en Amérique latine. Dès le moment où l'Espagne est plus ou moins englobée dans ce système pentarchique. Et alors nous aurons la doctrine de Monroe, en 1822, l'Amérique aux Américains. On va isoler le continent américain de cette formidable puissance eurasienne qui repose sur 5 grands piliers. Donc elles ont déjà existé, et puis il y aura des succédanées après la guerre de Crimée, il y aura l'alliance informelle des 3 empereurs d'Autriche, d'Allemagne et de Russie, et puis alors il y aura le traité de réassurance, Bismarck y tiendra comme à la prunelle de ses yeux, mais qui va se disloquer à partir de 1887, ce qui sera une des étapes majeures qui nous mènera à 1914.
c'est-à-dire le déséquilibre après la Sainte Alliance, à partir de 1887, un déséquilibre volatile, un déséquilibre explosif va se créer en Europe qui va nous conduire à la catastrophe de 1914. Alors il y avait un deuxième volet dans votre question, après l'Ukraine, c'était l'axe, oui, il a été théorisé avec brio par Henri de Grossouvre au moment où effectivement les Français, les Allemands et les Russes refusaient la guerre en Irak, la guerre contre Saddam Hussein en Mésopotamie, et ont fait pression et tenté une pression diplomatique pour empêcher que ne se déclenche cet apocalypse sur le malheureux Irak. Et c'est une alliance virtuelle qui a été fustigée aux États-Unis, notamment par les néoconservateurs, qui disaient, ben oui, voilà, les Européens sont les fils de Vénus, tandis que nous, Américains, nous sommes les fils de Mars. En disant ce sont des lâches, ou ce sont des femelles, ou qui ont peur de faire la guerre pour le bien, etc. Non, il est évident que les puissances européennes et la Russie avaient des intérêts en Irak. Il y avait un échange de bons procédés entre le gouvernement bassiste irakien et la France, l'Allemagne et la Russie, notamment dans l'achat de matériel militaire ou de matériel civil, etc. Donc quand on parle des faillites d'Opel à Anvers, ben, c'est parce qu'Opel ne vend plus, ou la fermeture de Volkswagen Forêt, ben, c'est parce qu'on n'en vend plus sur le marché iranien. Les voitures de police à Bagdad, c'était des Volkswagen, maintenant ce sont des Chevrolet. Donc il y avait là une lutte pour les marchés. L'Europe ne pouvait pas se priver du marché irakien comme elle avait été privée du marché iranien en bon nombre de domaines, notamment l'acier. Ouais, donc cet axe évidemment préconisé par M. de Grossouvre est bien entendu une ligne à poursuivre, une idée à défendre, à tout niveau, au niveau politique, mais aussi à d'autres niveaux, dans les conversations que nous tenons, dans les lectures que nous faisons. Nous devons mettre l'accent, bien entendu, sur cette perspective d'avenir, la seule qui s'offre à l'Europe. Et au reste du monde aussi, puisque ça entraînera une dynamique positive qui englobera le bassin méditerranéen, voire toute l'Afrique et tout le Moyen-Orient. Cet argument-là, ben, je ne crois pas que les missiles iraniens pouvaient atteindre Londres ou Madrid. Ça, c'est une première chose. Mais l'ensemble de la question iranienne, sur laquelle j'ai beaucoup planché, j'ai quand même une brochure qui doit encore paraître sur l'histoire de l'Iran, qui est fascinante. C'est une histoire absolument fascinante, et j'encourage tout le monde à lire des ouvrages sur l'histoire de ce pays, sur l'histoire politique multimillénaire. Enfin, c'est une histoire de 2500, 3000 ans d'histoire iranienne, et c'est absolument fascinant, aussi la pensée iranienne, etc. Mais l'histoire du nucléaire, donc le nucléaire iranien, c'est pas uniquement le méchant Ahmadinejad qui aurait pu disposer éventuellement d'une bombe atomique, c'est beaucoup plus ancien que ça. Donc le Shah d'Iran, dans les années 60 et dans le début des années 70, va parier avec les Européens. D'ailleurs, il y aura un consortium franco-allemand du nucléaire dans lequel les Iraniens, le Shah d'Iran, aura des parts considérables. Pourquoi ? Le Shah d'Iran voulait avoir une autonomie énergétique dont il peut disposer grâce au pétrole, mais son intention était de créer une révolution blanche, peut-être avec quelques maladresses, c'est possible, mais je ne partage pas entièrement la vue de beaucoup de géopolitologues de gauche qui condamnent en bloc l'aventure du Shah sous prétexte qu'il était un allié des États-Unis. On peut être un allié des États-Unis et devenir du jour au lendemain un grand Satan. Ça s'est vu à de nombreuses reprises. Donc le Shah d'Iran sera torpillé par les États-Unis pour ce programme nucléaire parce que les États-Unis ne veulent pas d'une puissance régionale qui pourrait se passer d'eux. Le surplus pétrolier, le pétrole aurait pu être vendu en plus grande quantité en Occident.
aurait créé une plus-value pour cette fameuse révolution blanche et pour un programme d'éducation nationale qu'il avait prévu. Donc, d'une certaine manière, la révolution islamique est double. Elle repose sur deux piliers, comme on a pu le démontrer. Elle repose sur le pilier religieux et sur le pilier nationaliste. Les nationalistes veulent se débarrasser du Shah parce qu'il a empêché, dans les années 50, le docteur Mossadegh de nationaliser les pétroles au profit de l'Iran. Et d'autre part, les religieux sont hostiles au Shah et à sa révolution blanche. Mais il y a toujours eu, à l'intérieur de l'Iran, un conflit entre ces deux pôles, y compris à l'intérieur de la République islamique. Donc, les Américains spéculent en disant, bon, il va y avoir une révolution islamique, ils vont rejeter toute la modernité, y compris le programme nucléaire. Mais à partir du moment où Ahmadinejad, qui est un nationaliste, qui est parfois, qui subit parfois l'hostilité du clergé ou des mollahs fondamentalistes, va lui reprendre le programme énergétique du Shah, et cela va provoquer l'hostilité des États-Unis, d'Israël, etc., d'Israël pour d'autres motifs, et ça je vais l'expliquer tout à l'heure, parce qu'on ne veut pas d'un môle de puissance qui plus est, pourrait s'allier avec la Russie et avec l'Inde aussi, parce que ça c'était déjà une crainte des États-Unis du temps du Shah. Donc, ça c'est la situation en Iran, grosso modo. On pourrait expliquer beaucoup d'autres choses. Il n'y avait pas non plus du temps du Shah d'hostilité chiite-sunnite, puisqu'avec le roi Khaled à l'époque, il signe un accord pétrolier. Il participe à l'embargo pétrolier, il veut un juste prix pour son pétrole, pour poursuivre sa révolution blanche. Il ne pourra pas la poursuivre, la révolution islamique non plus, mais elle va sacrifier les masses iraniennes dans une guerre de 8 ans, une guerre atroce qu'on oublie, on n'en parle plus dans les médias. Et ça, je voudrais aussi que tous ceux qui m'écoutent sachent combien des faits pourtant patents, une guerre terrible de 8 ans, est totalement effacée des mémoires médiatiques à l'heure actuelle. Donc le surplus démographique que le Shah ne pouvait pas absorber par sa révolution blanche sera sacrifié sur l'autel de la guerre pendant la longue guerre Iran-Irak. Donc la question est résolue, et l'Iran n'est pas, contrairement à beaucoup d'autres pays musulmans, un pays qui a une démographie galopante. L'Iran connaît un ressac démographique suite à cette guerre qui est semblable à celui de l'Europe après la Première Guerre mondiale. Je ne dirais pas la Seconde Guerre mondiale, mais la Première Guerre mondiale. Il connaît un ressac démographique, donc ce problème ne se pose plus. Mais Israël n'est pas hostile à l'Iran directement pour son programme nucléaire, il le craint bien entendu. Israël peut craindre les fusées iraniennes qui ont une portée jusqu'aux côtes de la Méditerranée orientale, ça c'est certain. Mais il y a une lutte d'influence, parce qu'il y avait des voix aux États-Unis. Il y avait Trita Parsi, qui est un Irano-américain, qui avait dit oui, il faut se réallier à l'Iran, parce que l'Iran forme la masse géographique centrale de ce que nous appelons l'UCENTCOM, le US Central Command, donc l'entité que les États-Unis veulent contrôler. Mais la pièce centrale, c'est l'Iran. C'est exactement ce que le Shah appelait le foyer de la civilisation iranienne, qui, elle, va déborder aussi sur les peuples turcs du sud de l'ex-URSS, qui va avoir une influence en Inde, qui va avoir une influence dans le Moyen-Orient, par chiites interposés ou non, peu importe. Mais c'est le centre. Donc Trita Parsi, en tant qu'Iranien, dit mais non, renouons cette ancienne alliance. Barbara Slavin, qui est une iranologue italienne à Yale, va dire la même chose, et l'ancien chef de la CIA va dire la même chose. Je ne dis pas que les accords de Genève fin novembre sont le résultat de ce projet d'alliance que Nixon caressait aussi, d'alliance indéfectible entre les États-Unis et l'Iran,
que Nixon caressait aussi. Je ne dis pas que Genève, fin novembre 2013, est la concrétisation de ce projet. Je ne le crois pas, mais les États-Unis ne peuvent pas réaliser leur plan du Greater Middle East, du plus grand Moyen-Orient, sans quelque part créer un modus vivendi avec l'Iran. Et ça, c'est une donne stratégique qui est très difficile à accepter pour beaucoup de gens qui, par anti-américanisme, soutenaient tout ce que les États-Unis décrétaient comme grands savants, en imaginant que les alliances ou que les faits politiques étaient éternels. Non, ils sont mouvants, comme le montre aussi d'ailleurs Christopher Clark dans son livre qui montre les évolutions et les changements d'alliances qui ont eu lieu avant 1914, pour se figer quelque part au moment de la guerre. Mais tout cela était très fluctuant. Donc il n'y a pas d'alliance éternelle. Or on voit maintenant que se passe-t-il, Israël cherche l'alliance de l'Arabie Saoudite qui craint bien entendu l'Iran, non pas un Iran nucléaire, mais un Iran qui pourrait revendre du pétrole au détriment du pétrole saoudien, ce qui se camoufle derrière une guerre chiite-sunnite qui n'existait quand même pas de manière aussi accrue dans les décennies qui nous ont précédés.